Voilà, la loi de 2005, les maires toujours mobilisés, toujours au travail pour des villes plus inclusives, des communes. On a vu que c'était sur l'équipement, mais aussi sur l'accompagnement. Et puis le maire employeur aussi dans cette insertion, dans cette inclusion, dans tous les domaines de la vie municipale. Et ça aussi, c'est la vie au quotidien telle qu'elle se construit dans nos communes, dans les communes de France. Solidarité, mobilisation, la commune, heureusement, eh ben, c'est le thème général de ce 106e congrès. Et David Lisnard, on arrive maintenant au moment du débat d'orientation générale sur ce thème, justement, les communes, heureusement, avec les discours du président, discours du premier président délégué, et puis le débat avec vous, congressistes, qui êtes nombreux cet après-midi. Monsieur le Président, c'est à vous. À 5 minutes près, nous sommes dans les temps. Il y a parfois des petits miracles. Nous ne l'aurions pas, franchement, je ne me serais pas engagé là-dessus, mais tant mieux, je m'en réjouis. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les représentants des associations d'élus, avec qui, d'ailleurs, nous vivrons demain un moment important d'unité du bloc communal, mes chers partenaires, nos chers partenaires. J'adresse également un salut particulier aux présidents d'associations départementales de maires. Je veux dire à quel point c'était pour moi une priorité que nous renforcions le lien entre les associations départementales, entre elles et avec, j'allais dire la maison mère, mais M-A-I-R-E-S, hein, vous l'avez compris, hein, je ne revendique aucune maternité en l'occurrence, mais la paternité de cette action en revanche, pour renforcer la reconnaissance et soutenir les associations départementales. Je veux vraiment remercier les présidents et leurs bureaux et les directeurs et directrices d'associations départementales qui font un très beau travail, on peut les applaudir aussi, et qui font vivre l'AMF localement partout tout au long de l'année. J'ai plaisir, bien sûr, et c'est toujours un moment particulier pour moi que de saluer le président d'honneur, Jacques Pélissard, qui assiste à tous nos travaux, le formidable Jacques Pélissard, grâce à qui je suis là, je le dis. Hein, voilà. Donc merci à Jacques de ta présence. Madame, bien sûr, la maire de Paris que nous avons accueillie et écoutée tout à l'heure. Mesdames et messieurs les maires, présidents d'intercommunalité, mes chers collègues, mes chers amis. Alors oui, cela vient d'être dit, heureusement les communes. Les communes, heureusement les communes pour assurer les services publics de proximité. Services publics de proximité auxquels sont attachés tous les Français. Ce que doivent garder à l'esprit ceux qui, parfois, de façon déconnectée, voudraient nous expliquer la vie. Services de proximité à la campagne comme à la ville, dans la ruralité comme dans nos quartiers. La ruralité, cette réalité que l'AMF s'attache à faire entendre au quotidien. Heureusement, les communes dans les transports, la gestion des déchets, l'eau potable, l'entretien des routes, et même la sécurité, même si nous sommes au cœur du régalien et de ce pourquoi l'État a été inventé. Heureusement, les communes, nous venons de le voir, pour l'insertion des personnes porteuses d'un handicap. Et je trouvais que ces témoignages étaient particulièrement à la fois forts et positifs et responsabilisants pour nous tous. Heureusement, les communes, pour relever les défis de notre époque. Et ils sont ô combien importants, ces défis. Le défi économique, donc le défi social, le défi économique et le défi écologique, le défi démographique, dont on ne parle pas assez, le défi démocratique. Nous en avons esquissé une partie en parlant de géopolitique tout à l'heure, mais le défi démocratique, c'est d'abord le défi de l'exigence civique qui doit passer par la capacité d'action des maires. La crise de la démocratie, la crise civique que nous vivons est beaucoup moins une crise de la représentation qu'une crise de l'exécution et de la capacité d'action pour nous élus. Alors heureusement les communes, oui, pour les écoles, heureusement les communes pour la solidarité sociale, heureusement les communes pour le sport, heureusement les communes pour la culture, heureusement les communes tout simplement pour la vie, heureusement les communes pour la France. Et les communes aujourd'hui sont à la croisée des chemins. Nous l'avons vu au cours de l'année qui s'est écoulée, les communes ont su, nous avons su, vous avez su, avec nos équipes, gérer intégrer la problématique des risques majeurs. Je pense bien sûr aux terribles inondations qui ont frappé plusieurs endroits du pays, en particulier dans le nord,
dans le département du Pas-de-Calais il y a un an, plus récemment en Ardèche, dans les Bouches-du-Rhône, dans de nombreux départements, dont les Alpes-Maritimes, mais nous y sommes, j'allais dire, rodés, habitués. En notre nom à tous, je souhaite rendre hommage ici à tous nos collègues qui ont été en première ligne dans ces circonstances. Dans un autre registre, les communes, cette année, ont su organiser, dans un délai record, les élections législatives. On s'en serait passé, pour rien vous cacher. J'espère qu'on ne nous reprochera pas cette dépense supplémentaire. Il a fallu mobiliser, trouver des bénévoles. On l'a oublié, hein, mais juste après les européennes, en plein mois de juillet, c'est pas évident. Et une fois de plus, eh bien, nous avons été au rendez-vous 20 jours seulement après les élections européennes dans chaque mairie. Cette année, les communes ont aussi contribué à faire rayonner la France. Nous évoquions les Jeux olympiques, chère Anne, olympiques de Paris et de la France, mais c'était aussi Marseille, Villeneuve-d'Ascq, Châteauroux, Versailles, sans oublier Tahiti, qui ont accueilli des épreuves. Et partout en France, nos communes ont relayé et donné vie à cet événement international à travers Terre de Jeux, que nous avions lancé ici même avec Tony Estanguet. Je veux remercier de sa disponibilité, y compris maintenant, puisque régulièrement nous faisons le point tous les deux. Au cours de l'été et à la rentrée, malgré la longue période de vacances du pouvoir, qui s'est étalée sur 51 jours, c'est une première dans l'histoire de la République, les communes, heureusement, les communes étaient là et ont continué à faire fonctionner les services publics de proximité. Dans un contexte national, politique, chaotique, nos communes sont un pôle de stabilité et un repère pour les Français. Cette année, elles ont une fois encore démontré leur solidité financière et leur responsabilité financière, contrairement à ce que d'aucuns ont pu dire, j'y reviendrai tout à l'heure, je pense à Bercy, avec parfois l'appui d'anciens ministres ou de ministres en fin d'exercice. Elles ont continué à voter des budgets à l'équilibre en fonctionnement, elles ont maintenu une stabilité fiscale, elles ont investi pour l'avenir. Alors oui, plus que jamais, heureusement, nos communes. Heureusement nos communes et heureusement l'AMF, et permettez-moi de le dire ici. Parce que notre association, depuis 1907, apporte tant. Oui, heureusement, l'Association des maires de France. J'entends parfois que certains, très minoritaires, reprocheraient à l'AMF, j'ai entendu ça récemment, d'être trop répétitive et revendicative. Chez moi, dans le Sourd, on dirait, ben oui, couillon. Si on est répétitif et revendicatif, parce que c'est les problèmes, ils reviennent, c'est les mêmes tous les ans, on s'époumonne à les dénoncer. Tout ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avions annoncé à la même tribune. Le mur budgétaire dans lequel nous sommes. Les difficultés d'avoir le record du monde de la dépense publique et des services publics de moins en moins dotés à cause de la surcharge bureaucratique qui détourne de l'action l'argent des contribuables. Alors oui, mais on sera encore répétitif parce que la répétition peut être la raison et qu'il serait temps qu'on ne dénonce pas ceux qui répètent la réalité, mais que peut-être on s'interroge pour ceux qui, eux, confirment leurs erreurs et leur conformisme qui nous amène dans le mur. Ce sont les problèmes qui sont répétitifs, qui nous obligent à alerter, protester, comme on l'a fait tout à l'heure, c'était puissant ce moment avec ces écharpes noires, mais aussi à proposer, à apporter des solutions, et nous y tenons absolument. D'autres, moins nombreux aussi, reprochent à l'AMF parfois d'être au contraire un peu trop souple. J'ai entendu un maire qui disait « mais enfin …» Alors j'ai dit « écoutez, on ne va pas mobiliser nos polices municipales pour faire un coup d'État et marcher vers l'Élysée ou Matignon. Hein. D'abord, moi, ce n'est pas ma nature, et puis je ne suis pas sûr qu'on gagne le rapport de force. » Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas reprocher à l'AMF d'être inutile. Je rappelle juste 3 choses. Nous ne sommes pas un exécutif, nous ne sommes pas un législateur, nous ne sommes pas un syndicat. Et les 3 ont leur raison d'être. Il faut un exécutif que l'on souhaite fort et équitable, il faut un législateur que l'on souhaite précis et pas trop prolixe, il faut des syndicats qui défendent des intérêts catégoriels, et c'est logique, ça fait partie du dialogue social et de la vie. Nous sommes une association reconnue d'intérêt public. Nous défendons une vision de l'intérêt général, ce que nous pensons être bon pour le pays, c'est-à-dire la liberté et la responsabilité locale qui sont la source de l'efficacité et de la dignité. Nous sommes une association qui ne vit que de la motivation de ses membres. Alors, n'hésitez pas à nous dire ce qui ne va pas. N'hésitez pas aussi, parfois, à nous apporter des idées, à nous encourager. Nous les acceptons volontiers.
Nous vivons de la force de notre parole. Nous vivons de la force des contributions, des propositions, des réponses que nous apportons. Votre nombre aujourd'hui, la fréquentation du salon aussi, magnifique, qui est un salon de l'innovation, c'est grâce à l'AMF qu'il y a ce salon fantastique. L'intérêt médiatique, inégalé encore, cette année qui bat des records, prouve que nous sommes dans le vrai et que la voix des maires mérite d'être entendue, doit être entendue et donc doit être portée. L'association, mes chers collègues, n'a jamais été aussi représentative qu'aujourd'hui, par son nombre d'adhérents, par son taux d'adhésion, à la fois sur les communes et sur les intercommunalités, si crédible par le travail de ses équipes, si unie par la voix de tous les maires de ces instances. Je veux saluer à nouveau le travail commun que nous portons avec André Léniel, avec toute l'équipe du bureau, avec le comité directeur. Nous avons nos sensibilités différentes, nous avons notre géographie différente, nous avons parfois des affinités différentes intellectuelles, et pourtant nous sommes heureux de nous retrouver et nous sommes heureux de porter haut et fort la voix des maires de France, grâce à vous et grâce à votre soutien, grâce à votre support. C'est le gage de notre crédibilité et de la capacité de l'AMF d'être entendue. Depuis 1907, l'AMF défend et promeut la liberté locale, disais-je. Alors oui, heureusement que l'AMF est là. Car qui y aurait-il sans l'AMF face au centralisme étatique? C'est une bonne question que ceux qui critiquent devraient se poser. Sans l'AMF, qui y aurait-il face aux technocrates qui, dans le champ médiatique, politique, dénigrent régulièrement les collectivités en racontant souvent n'importe quoi? Qu'est-ce qu'il faut déconstruire à chaque fois? Chaque question qu'on nous pose doit être déconstruite parce qu'elle révèle de présupposés sur notre quotidien. On a l'impression, parfois, que nous, élus locaux, 498 000 élus locaux, dont l'immense majorité sont des bénévoles, on passerait notre temps à aller soit faire des cocktails, soit inaugurer des ronds-points, comme si on avait une obsession du rond-point. Mais j'ai constaté qu'il y avait la rond-pointophobie parfois dans les journaux. Et non, c'est pas ça notre réalité. Notre réalité, c'est d'essayer d'être performant, d'être humain, de trouver des solutions. On y prend du plaisir parce que, oui, le mandat de maire, c'est le plus beau des mandats. C'est un mandat de praticien, c'est un mandat d'innovation, c'est un mandat de recherche de solutions, c'est un mandat concret. Et ça, il faut qu'on sache le dire aussi et le clamer. Sans l'AMF, mes chers amis, qui y aurait-il pour argumenter, convaincre, exprimer la réalité du terrain que nous vivons tous en tant que maires? La perte des moyens financiers, la surcharge bureaucratique, la perte de nos moyens en urbanisme, qui est pour moi un problème fondamental, notre difficulté croissante à agir, qui est la première source de démotivation des élus, on le constate dans toutes les enquêtes, l'incivisme croissant que nous affrontons aussi. L'AMF a démontré encore cette année son utilité. Je pense par exemple, on évoquait tout à l'heure, Muriel le disait dans le rapport d'activité sur la Poste, quand la Poste disparaît de nos villages et de nos quartiers, eh bien on s'engage, on se bat, on limite les dégâts, on obtient par notre force de conviction des engagements de l'État et de la Poste par contrat, et nous nous attachons à le faire respecter, comme cette année, où le front de présence postale, à l'issue de la vacance du pouvoir, hop, il manquait 54 millions. On est intervenu auprès du Premier ministre, il a indiqué qu'il rétablirait ces 54 millions, et je veux le saluer, puisqu'il faut aussi savoir dire les avancées que nous obtenons. C'est vital, ces points de présence postale. Ces points relais, ils sont vitaux, pardon. Ils sont vitaux parce que c'est souvent le premier accès aux droits, notamment, je pense aux petites pensions, des personnes les plus pauvres et les plus modestes dans nos villages et dans nos communes. Heureusement, l'AMF pour défendre la ruralité. Heureusement que l'AMF est là pour le maintien des zones de revitalisation rurale. Alors maintenant, ce n'est plus les ZRR, c'est les FRR. Bientôt, ce sera les Forces françaises libres. Peut-être qu'il faut qu'on en arrive là, mais en tout cas, on continuera de mener le combat. Heureusement, l'AMF pour la revalorisation des secrétaires généraux de mairie. Quel combat, quelle action qu'il a fallu mener et que l'AMF a obtenu cette année après tant de travaux avec le Sénat, que je salue. C'est aussi à la suite de l'action de l'association que le gouvernement a renforcé les sanctions contre les agressions d'élus, avec la protection fonctionnelle automatique, la reconnaissance des circonstances aggravantes. Ce qu'il faudrait simplement, c'est que, comme pour toute victime, les enquêtes ne soient pas classées sans suite. Mais ça, c'est un débat qui renvoie à la capacité d'exécution de l'État dans ses missions de base. Le mois dernier, l'association a obtenu satisfaction sur une demande portée de longue date. Je pense à la fin du transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement aux intercommunalités. On attend que ce soit traduit dans les actes, et je le répète,
souvent, l'intercommunalité est la bonne échelle pour ces problématiques-là, mais pas toujours. Et ce qui compte, c'est de faire confiance au contrat local, à la démocratie locale, de respecter la subsidiarité. Certaines communes, c'est un syndicat mixte. D'autres communes, c'est le PCI à fiscalité propre. D'autres communes, c'est la commune. Eh bien, nous sommes pour la responsabilité et le choix. Le Premier ministre nous a donné raison. J'espère que cela se traduira dans les actes législatifs. Le Sénat est sur cette longueur d'onde aussi, donc je suis optimiste en la matière. Le même message est toujours le même, laissez-nous travailler. Alors oui, nous sommes nombreux cette année, et je veux remercier chacun d'entre vous de sa présence. J'essaie d'aller au maximum dans les départements. Alors, c'est compliqué, parce qu'il y a des assemblées générales, souvent, sur des périodes d'octobre ou de printemps, il peut y avoir 3 ou 4 assemblées générales, jusqu'à 5 le même jour. Et n'ayant pas le don d'ubiquité, j'ai essayé mais ça ne marche pas. Mais en tout cas, depuis que vous m'avez accordé votre confiance, depuis 3 ans, j'ai fait presque 71 départements. Je veux aussi remercier tous les vice-présidents et membres du bureau de l'AMF, très présents dans les assemblées générales départementales de maires. Nous y tenons. Merci à vous parce que vous en faites beaucoup et je trouve que c'est important dans les relations que nous nouons. Et quelles que soient les communes, ce que j'entends à chaque fois sur le terrain, c'est ce que je constate dans ma commune. Le message du maire est toujours le même. On n'a pas besoin d'annonces grandiloquentes. On n'a pas besoin de réception sur les ordres de la République. Moi, voilà, je trouve que c'est une bonne économie à faire. On n'a pas besoin d'être caressé dans le sens du poil, pour ceux qui ont du poil. En fait, on veut simplement pouvoir travailler. C'est aussi simple que cela. Et je l'ai dit, pour que les prochains gilets jaunes ne soient pas en permanence avec une écharpe noire, il faut absolument un renversement du modèle. Moins de bureaucratie, moins de charges, plus de proximité, plus de démocratie. C'est aussi simple que cela. Je le dis très solennellement et très clairement, je n'accepte plus, je ne veux plus, nous ne voulons plus être flattés au Congrès et taper au budget. Taper au budget est régulièrement critiqué dans les mois qui précèdent l'élaboration budgétaire. À chaque fois, nous sommes obligés de rappeler le rôle central des communes. Nous sommes obligés de rappeler les principes fondamentaux de notre gestion. Je suis retombé tout à l'heure sur une déclaration, parce que j'ai souvent cité les propos incongrus de l'ancien ministre de l'économie et des finances, qui avait sauvé l'économie française, mais qui estimait, à lui tout seul, que la dérive des comptes publics était notre fait. Et je suis retombé sur une déclaration du président de la République, Emmanuel Macron. C'est pas longtemps, c'était en mai dernier, quand on voyait que les comptes publics, comme nous l'avions annoncé ici même, parce qu'il y avait une erreur volontaire, les recettes avaient été gonflées de l'État, puisque le taux de croissance avait été surévalué dans le projet de loi de finances l'année dernière. Et je lis sa déclaration dans l'Express. « Hormis une dérive des dépenses initialement prévues qui est du fait des collectivités, il n'y a pas de dérapage de la part de l'État. » C'était en mai dernier. Extraordinaire. Donc nous serions responsables de la dérive des comptes publics. Rappelons, ces chiffres-là, il faut vraiment les rappeler. Malgré le millefeuille, je ne suis pas sûr qu'il y ait millefeuille ou pas, certains le trouvent très digeste, d'autres trouvent qu'il est trop lourd, ce n'est pas la question, j'ai ma conviction. Malgré le millefeuille, malgré les collectivités qui peuvent être mal gérées, évidemment, il y a des collectivités comme des entreprises mal gérées, c'est une évidence. Quand en agrégation financière, quand on regarde la partie dette, la dette de toutes les collectivités réunies représentait 9,2% du PIB de la richesse produite il y a 30 ans. Au moment où je vous parle à cette tribune, la dette de toutes les collectivités représente 8,9%. C'est-à-dire qu'elle est stable, en légère baisse depuis 30 ans. C'est une réalité comptable. Il n'y a jamais un contre-argument là-dessus, parce que c'est une réalité comptable. Pendant ce temps-là, l'État a multiplié par 3 sa dette. Par 3, alors que la dette des collectivités a légèrement diminué depuis 30 ans, contrairement à tout ce que le monde croit. Donc il faut expliquer aux gens cette réalité-là. Et notre dette, on ne le rappellera jamais assez, c'est une dette d'investissement. Il y a un actif derrière, là où l'État emprunte pour son fonctionnement. Nous respectons la règle d'or et peut-être faudrait-il réfléchir à imposer cette règle, sauf période de grandes intempéries, de grandes catastrophes, de grandes guerres. Peut-être que l'État devrait respecter cette règle d'or, essayer de voter un budget à l'équilibre, comme c'était le cas régulièrement jusqu'au milieu des années 70. Rappelons que si nous ne représentons que 19% du total de la dépense publique, nous représentons 70% de l'investissement public.
et que tout ce qui porte atteinte à nos capacités d'autofinancement porte atteinte à la dynamique du pays et à terme porte atteinte aux recettes fiscales pour l'État. C'est récessif que de nous taper dans les caisses. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Alors nous serions trop dépensiers, nos agents sont jugés trop nombreux par la Cour des comptes qui revient en arrière. Je vous invite à lire le débat que j'ai eu avec Pierre Moscovici, qui est publié dans la Gazette des communes cette semaine. Rappelons que, contrairement à ce qui a été dit, nous avons bien eu des transferts de charges ces dernières années. Mais la différence, c'est que ça n'a pas été un transfert décentralisé. S'il y avait eu la grande loi de liberté de décentralisation, le transfert des charges aurait dû automatiquement s'accompagner d'un transfert de recettes. Or, ça a été bien plus sournois que cela, puisqu'il n'y a pas eu de décentralisation, mais qu'en revanche, on nous a bien transféré le service public de la petite enfance. Alors, comme on le dit avec André, si on ouvre une crèche, on est mauvais maire ou on est bon maire? Ah, vous êtes mauvais maire, vous avez plus de recrutement pour accueillir, faire des berceaux. Mais si on n'ouvre pas la crèche, mais vous êtes un mauvais maire, puisqu'il faut bien accueillir, faire des places de crèche, il y a un objectif de 200 000. Alors moi, je ne pratique pas ni le syndrome de Stockholm, ni la schizophrénie politique. Je dis, foutez-nous la paix, laissez-nous travailler, et laissez-nous travailler avec les familles, avec les CAF, laissez-nous bosser. On parlait des AESH tout à l'heure. Dans la réalité, nous continuons, dans une grande, je le vois dans ma commune, à financer les AESH sur le temps périscolaire. Avant, c'était l'État, tout le temps. L'entretien des digues fluviales, c'est un transfert de charges colossal, qui non seulement se traduit par l'investissement, mais par du fonctionnement. Il faut de l'ingénierie. Il faut les travailler, ces problématiques-là. Le cofinancement du ferroviaire, moi je trouve que c'est des choses formidables. Dès que vous avez une ligne nouvelle maintenant, les collectivités, vous payez la moitié. Région, intercommunalité, mais c'est nouveau. Quand vous rénovez une gare, maintenant on vient vous taper aussi pour rénover la gare. Je parlais de la Poste tout à l'heure, mais il y a une trentaine d'années, on ne payait pas la Poste. Hein. Et ça n'a pas été décentralisé, le financement de la Poste. Quand j'entends parler des maisons France Service, c'est formidable les maisons France Service, mais dans la réalité factuelle, dans nos centres-bourgs, dans nos villages, c'est quand même très souvent un transfert de charges. Hein. C'est nous qui en assumons l'essentiel de la charge de services qui étaient avant des services de l'État ou d'entreprises publiques. C'est ça notre réalité. Le GEMAPI, ça a été évoqué tout à l'heure, la gestion du milieu aquatique, la prévention aux risques majeurs. Est-ce que l'entretien du trait de côte, tiens, pour les villes côtières, est-ce que vous vous rendez compte, oui, mais est-ce que tout le monde se rend compte de la charge que représente la GEMAPI, de la prévention aux risques majeurs, de la prévention aux risques inondations, de l'ingénierie, du conseil que ça nécessite et de l'investissement? On nous les reproche, ces dépenses-là? Ce sont des transferts de charges qui ont moins de 10 ans, cela. Donc évidemment qu'il y a eu transfert de charges. Et sur les effectifs, la plus grande hausse des effectifs dans la fonction publique territoriale, ce sont les polices municipales, plus 36%. Mais pourquoi? Pourquoi? Venez avec moi la nuit dans ma ville qui est en zone police. Et vous comprendrez, chacun comprendra que s'il n'y a pas de police municipale, qui dans 95% des cas est primo-intervenante, on ne voit plus de police nationale, non pas qu'il y ait forcément un problème d'effectif, mais parce que la police nationale est complètement engoncée, enfoncée dans des procédures, de la surprocédure pénale. Donc oui, heureusement les communes, pour la police, pour la petite enfance, pour le handicap, pour la protection des risques majeurs. Alors on serait aussi les artisans de la crise du logement. Je ne veux pas en dire plus là-dessus, j'en ai dit beaucoup l'année dernière, j'avais dit qu'il fallait vraiment être un génie pour avoir bac plus 12 pour ne pas comprendre que lorsqu'on crée la rareté de ce qui est désiré, ça coûte plus cher et c'est plus compliqué. Voilà. Donc avec le zéro artificialisation nette, avec les ZFE, avec les DPE, avec toutes les contraintes qui pèsent, avec l'IFI, avec la fiscalité locale qui ne repose que sur les propriétaires, c'est pas nous qui avons demandé ça, hein, au contraire, on avait alerté à l'époque que c'était même une crise civique, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un problème de logement. Je rappelle aussi que plus de la moitié des déférés, des attaques, des contestations, des recours contre les permis de construire ne sont pas issus de particuliers ou d'associations, contrairement à ce qu'on croit, sont issus de services de l'État. Non pas qu'ils ont envie de nous nuire, mais qui sont eux-mêmes prisonniers des surprocédures et des faisceaux juridiques qui se contredisent. Donc vous avez les félicitations de la DTM et vous avez le triangle des Bermudes, tout d'un coup qui réapparaît, l'Adréal, et qui vous fait une procédure contre votre permis. Il y a une exigence d'investissement écologique et environnemental. L'Institut de l'économie du climat a démontré que nous, collectivités, en peu de temps, en 7 ans,
nous étions passés d'un peu moins de 6 milliards d'euros par an d'investissement, uniquement pour respecter la trajectoire bas carbone, à 10 milliards d'investissements. C'est beau quand même. En moins de 7 ans, on investit beaucoup plus pour respecter la trajectoire bas carbone. Mais l'Institut de l'économie du climat, très, très crédible, vient de dire, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que vous investissiez 20 milliards. Qu'est-ce qu'on fait? On investit plus ou on investit moins? On dépense plus ou on dépense moins? Comment on fait? Alors, là-dessus, l'action des maires est de plus en plus entravée. Or, pourtant, elle est de plus en plus nécessaire. André reviendra tout à l'heure sur les réalités financières qui sont les nôtres. Je rappelle simplement que nous ne défendons pas la dépense inconsidérée. Nous sommes pour l'assainissement des comptes publics. On le pratique, nous, au quotidien, donc on peut en témoigner. Mais ce qu'il faut toujours dire, parce que je le vois bien tout à l'heure par rapport aux interviews que j'ai pu avoir, c'est que ce qui est présenté par des économies ne sont pas des économies, ce sont des prélèvements supplémentaires. Quand on vous prend 2 points de FCTVA, qu'on vous augmente de 4 points vos cotisations employeurs sur la retraite, qu'on vous prend 2% sur vos recettes de fonctionnement, ce n'est pas de l'économie. Parce que parallèlement, on ne nous baisse pas nos exigences. On n'a pas, parallèlement à cela, en face de cela, une baisse des charges. Au contraire, pendant qu'on nous dit il faut que vous contribuiez à l'effort comme si on était des gamins, et parallèlement, eh bien, le décret tertiaire, dont je demande, moi, une suspension immédiate dans ces applications, renforce nos charges. Et puis, je vois quand même la réalité, c'est que les autres pays d'Europe ont une dépense publique par rapport à la richesse qui est moins élevée que nous. Nous, c'est 57% du PIB. On est nettement au-dessus de la moyenne européenne. Tous ces pays ont moins de dépenses publiques que la France par rapport à la richesse, et pourtant tous ces pays ont un pourcentage de dépenses locales dans le total des dépenses qui est supérieur. Pourquoi? Parce que la dépense locale, au plus près du terrain, elle est beaucoup plus responsable que la dépense centralisée, qui elle-même crée des effets de bureaucratie. Et donc, ce que l'on veut, nous, c'est plus de policiers, plus d'infirmiers sur le terrain, d'infirmières. Pour qu'il y ait plus de policiers, plus d'infirmières et qu'il y ait moins d'impôts sur les contribuables, il faut qu'il y ait moins de bureaucrates. Donc, il faut qu'il y ait moins de procédures. Il faut dégonfler les codes qui s'imposent à nous. 100 000 mots dans le Code de l'environnement il y a 10 ans, 1 million de mots dans le Code de l'environnement aujourd'hui. C'est une réalité que nous affrontons. Le Code général des collectivités territoriales multiplié par 3 en 20 ans, c'est une réalité que nous affrontons. J'ai eu récemment beaucoup de témoignages, je suis en train de faire mon livre noir là, des absurdités. La commune de Saint-Cyr-sur-Morin, en Seine-et-Marne, je ne sais pas si elle est représentée aujourd'hui, elle avait une pharmacie installée depuis 30 ans. Alors, et puis le pharmacien, il a fermé, il a trouvé un repreneur. Eh bien, il ne peut pas rouvrir sa pharmacie parce que l'ARS bloque, parce que la commune, entre-temps, est passée en dessous du seuil démographique qui résulte d'une loi, d'une texte qui a 70 ans. En dessous, je ne sais plus, certains le savent ici, je crois que c'est 2000 habitants. On ne peut pas ouvrir une pharmacie. Il y a un repreneur, il y a un chef d'entreprise qui est prêt à prendre son risque, il y a un service qui disparaît parce que l'ARS bloque la pharmacie de la commune de Saint-Cyr-sur-Morin. Vins-sur-Caramie, dans le Var, qui se voit refuser l'installation d'un parc photovoltaïque sur un terrain communal, et dans la même semaine, qui a reçu un courrier de la préfecture qui lui a demandé d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables. La commune de La Baroche, dans le Haut-Rhin, qui souhaitait l'implantation d'une supérette de proximité, et le dossier est en cours d'examen depuis 3 ans au sein des services de la préfecture. J'ai discuté récemment avec notre excellent collègue de Bourgoin-Jallieu. Il a un projet de ZAC avec une gare, etc. Il cofinance 300 logements, c'est beau, hein, avec des logements sociaux, accession à la propriété, des bureaux, un parking public, un grand parc naturel créé. Il a lancé cette procédure il y a, je crois, 8 ans. La note environnementale, au gré des injonctions qui lui sont apportées par tous les services plus maximalistes que les autres, vient de dépasser les 1000 pages en 2023. Il allait enfin engager son projet sur lequel il s'est engagé vis-à-vis des habitants. Et il a reçu une nouvelle notification, avis conforme, de l'Adréal pour lui demander une énième étude 4 saisons au motif, écoutez bien, c'est extraordinaire, pour ceux qui connaissent Bourgoin-Jallieu, l'Adréal interprète la loi climat et résilience sur les ZFE en estimant que Bourgoin-Jallieu étant pas très loin de Lyon, eh bien, les ZFE, une métropole qui a une ZFE doit faire sur tout projet d'aménagement d'une certaine dimension une étude d'impact sur l'air, c'est-à-dire faire des relevés d'air à Bourgoin-Jallieu pendant 1 an avant de lancer le projet.
et donc qu'il fallait également faire cette étude d'impact de 4 ans sur la qualité de l'air à Bourgain-Joyeux. C'est absurde, ça ne sert à rien, tout le monde le sait, mais ça lui est imposé, c'est même un scandale. Voilà, je pourrais vous citer un projet que nous avons lancé, Cannes et Mandelieu, pour un bassin de protection, un bassin de rétention d'eau de 380 000 m3. On a lancé le projet du temps de nos prédécesseurs, au maire actuel à moi, en 2010. Il y a zéro opposition. Le projet fait l'unanimité. On a même été récompensé pour cela. Magnifique, ça réduit de 80% la vitesse de circulation de l'eau qui arrive sur une zone d'habitation qui avait été construite à une époque, parce que j'en ai assez, dès qu'il y a une inondation, de dire « Ah, ces maires qui construisent en zone inondée, et comme on se retrouve dans des caves en cachette, on signe des permis, les mêmes qui nous disent qu'on ne fait pas assez de permis. » Les quartiers inondés ont été construits à l'époque où les permis de construire étaient une compétence de l'État et pas des communes, il faut le dire aussi. Eh bien, ce projet de bassin de rétention, bloqué depuis 14 ans dans une zone de vie où il y a eu 20 morts en 2015, le 3 octobre, attend une énième autorisation de la DREAL parce que la tortue Hermann a décidé d'y frayer. J'adore les tortues Hermann, mais on arrivera à les convaincre d'aller frayer ailleurs pour protéger les populations. Que de gâchis, mes amis, que de gâchis de temps, que de gâchis d'argent public, puisqu'il faut économiser, que de gâchis de nerfs. Et je veux saluer le travail de Boris Ravignon, qui a fait un très très bon boulot, un très bon rapport, et avec le gouvernement et l'AMF, nous appuierons là-dessus pour essayer de faire des coproductions d'allègement. À 1 an et demi, même pas, des élections municipales, il faut mettre en lumière l'action positive de nos communes. Nous devons montrer à quel point nos communes doivent et peuvent travailler. Nous relançons instamment cette problématique, alors j'aime pas ce terme de statut de l'élu, mais c'est ce qui résume le mieux les conditions d'exercice du mandat, et nous avons fait un gros travail au sein de l'AMF là-dessus, et grâce notamment à Frédéric Roy, à Catherine Lhéritier, je veux saluer. Françoise Gatel va nous aider, je suis sûr, à faire aboutir la proposition de loi qu'elle avait déposée avant d'être ministre. Et nous y veillerons dans les prochains mois. Je crois que c'est important pour les jeunes, pour les femmes enceintes, etc., que d'avoir des bonnes conditions d'exercice du mandat. Et puis, il faut que, pour dire les communes heureusement, il faut bien sûr que les communes puissent vivre et survivre. Et pour cela, pratiquer la liberté. Notre pays est à un tournant, mes chers amis. Il peut sombrer comme il peut rebondir. Il n'y a pas de fatalité à l'impuissance publique, à la dette, à l'insécurité. Les maires savent qu'une action méthodique continue, adaptée à la réalité, peut transformer une commune comme elle peut transformer le pays positivement. Mais cela suppose de changer radicalement d'approche. Et mes chers amis, mes chers collègues, moi ce que je proposerais, c'est que nous proposions et nous obtenions des mesures simples, immédiates du gouvernement, qui nous permettront aux maires de retrouver du pouvoir d'action et à l'État de baisser sa dette en évitant de payer des agences ou des services qui ne servent à rien, uniquement à nous entraver. De commencer par recentrer l'État sur ses missions propres, sécurité, justice, diplomatie, santé. De supprimer toutes les agences et directions régionales de l'État et de les placer sous l'autorité du préfet du département, avec ses sous-préfets, et d'avoir un guichet unique de l'État avec les préfets. De supprimer l'immense majorité des autorisations préalables qui ne servent à rien, réutilisation des eaux usées. Il faut reproduire le même dossier avec un encadrement des heures pour utiliser les eaux usées pour nettoyer une voirie ou nettoyer un camion poubelle. Et à chaque fois, il faut refaire le même dossier pour obtenir une autorisation de l'État. À quoi ça sert? Que l'État intervienne en contrôle a posteriori et nous sanctionne si on ne respecte pas les règles. D'instaurer un principe de stabilité selon lequel les nouvelles règles s'appliquant aux documents d'urbanisme n'entrent en vigueur qu'à la date d'expiration des dits documents d'urbanisme. Nous passons notre temps à modifier, au gré des textes, tous nos documents d'urbanisme, les SCOT, les PLU, les PLUI, les PLH, les PLHI, etc. Leur durée de validité, elle doit être allongée à ces documents. Et j'ai commencé à évoquer ce point avec le nouveau gouvernement. D'obliger le législateur à défaire des lois, et non seulement à faire les lois. Et de confier une large partie du pouvoir réglementaire aux collectivités. La vraie révolution de la décentralisation serait de transférer, hormis sur le régalien, le pouvoir réglementaire aux collectivités, ce qui éviterait de tomber dans le piège de la différenciation, d'avoir la même loi pour tous, mais une capacité d'adaptation locale. D'appliquer un moratoire sur les normes nouvelles qui s'appliquent aux collectivités. Un moratoire immédiat
immédiat, au moment où on nous demande de faire des économies, sur les normes nouvelles qui s'appliquent aux collectivités. Je crois que ce serait une mesure très forte, très simple et je pense très motivante. De supprimer une à une les normes excessives et les procédures, c'est surtout dans les process qui bloquent les projets et gaspillent l'argent public. D'arrêter tout transfert de compétences obligatoire et que l'intercommunalité à laquelle nous sommes attachés soit véritablement une intercommunalité et non pas une supracommunalité. C'est une source d'efficacité locale. Nous demandons aussi à l'État de cesser de créer de nouvelles structures, des structures que les élus n'ont jamais demandées et qui sont souvent dans la continuité de ces lois MAPTAM et NOTRe qui ont, je dis NOTRe, je dirais notré parce que ce n'était pas tellement la nôtre, et à l'époque l'AMF du temps de François Baroin, que je salue, et avec André Desniel, vous aviez à juste titre dénoncé. Et tout simplement que le maire soit toujours le premier à pouvoir agir selon le principe de subsidiarité ascendante. Qu'il ait un pouvoir décisionnel sur tout ce qui concerne la commune, de la fermeture d'une classe, d'un service hospitalier, à l'installation d'une éolienne ou d'un data center. Mes chers collègues, face aux défis écologiques, numériques, économiques, démographiques, démocratiques qui sont les nôtres, oui, il faut redonner du pouvoir d'action aux maires, et c'est comme cela que nous ferons baisser la dette publique et l'endettement de l'État. Libérer les communes, c'est libérer l'État de ses fonctions purement sclérosantes de l'activité publique. Mes chers collègues, pour que nos écharpes noires retrouvent de leur couleur, leurs magnifiques couleurs, les plus belles couleurs du monde, le bleu, blanc, rouge, appelons ensemble à ce que l'État nous rende notre pouvoir d'agir. La liberté est toujours la meilleure des solutions, car la liberté est les sources d'action, de création, de responsabilité, de performance. La liberté est la condition de la dignité. Alors vive la liberté, vive les maires de France, et bon congrès à tous. Merci. Chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence nombreuse et bien entendu dynamique. Nous l'avons entendu à travers vos célébrations, mais aussi à travers vos applaudissements. Depuis 2020, la France est en crise permanente. Et j'ai une pensée pour ceux qui ont eu leur premier mandat à cette date. Ils n'ont connu que des crises dans des domaines variés, mais qui se sont cumulés. Ça a bien entendu été dès le lendemain du premier tour des élections. D'ailleurs, ce premier tour a failli être annulé. La pandémie, l'épidémie, et ça a bien entendu montré des élus locaux à l'action, en capacité de réaction, alors que l'État était en difficulté pour faire face à cette épidémie. C'est bien entendu aussi les crises sociales, les crises géopolitiques, et puis je ne vais pas faire toute la liste des crises que nous avons traversées depuis 2020, mais très récemment, la crise de l'inflation, bien évidemment, qui a frappé durement chacune de nos communes, chacune de nos actions, et puis aujourd'hui, la crise majeure qui se profile, qui est une crise économique, dont nous voyons déjà les prémices se présenter et malheureusement obscurcir les projections que nous pouvons faire les uns et les autres pour notre action locale. Mais c'est aussi la crise démocratique. Aujourd'hui, elle est évidente, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Tu évoquais à juste titre, David, il y a quelques instants, le pouvoir d'agir. C'était le titre de notre congrès il y a 2 ans. Est-ce que nous avons vraiment progressé en capacité d'agir dans chacune de nos collectivités? Est-ce que notre pouvoir d'agir a été rénové, facilité, et nous a permis de mieux répondre aux attentes de nos concitoyens? Ai-je besoin
de donner la réponse. Chacun d'entre nous, on a bien entendu la claire conscience. Notre pouvoir d'agir a reculé. L'an passé, nous avions pris un titre, j'allais dire, plus offensif que nous avions choisi ensemble. C'était « Communes attaquées, République menacée ». Malheureusement, nous étions seulement de quelques mois en avance sur la réalité de l'évolution de la vie démocratique dans notre pays. La République n'est pas menacée, nous y sommes. Aujourd'hui, elle vacille. L'État est en déliquescence, l'État se noie. Et comme souvent, ceux qui sont en train de se noyer, ils essaient de tirer par les pieds ceux qui sont à leur côté et de les noyer avec eux. Et malheureusement, ceux qui sont à leur côté, c'est nous. C'est la réalité de la situation que nous vivons actuellement. J'ai, il y a quelques jours, comparé le Premier ministre au sapeur Camembert. Alors, c'est une vieille bande dessinée. Alors, tous ceux qui ont moins de 50 ans ont peu de chance de la connaître. Quelle était la caractéristique du sapeur Camembert dans cette bande dessinée? Eh bien, il creusait des trous. Et savez-vous pourquoi? Pour boucher les trous. Ça ne vous rappelle rien? Si ce n'est l'actualité à laquelle nous sommes confrontés. Alors, cette crise démocratique, j'allais dire malheureusement, nous la subissons, nous la vivons. On parle du budget, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, quels amendements on pourrait présenter. Mais au fond, et d'ailleurs le Premier ministre l'a avoué il y a quelques jours, est-ce que tout cela ne serait que façade? Et est-ce qu'une fois de plus, la démocratie serait sous respirateur artificiel dont nous connaissons le numéro de série, c'est le 49.3. Qui peut croire aujourd'hui qu'il y aura un vote réel sur un budget réel? C'est la situation dans laquelle nous sommes et qui, bien entendu, est l'incarnation de la crise démocratique à laquelle nous sommes soumis. Quand l'État est en difficulté, quand l'État, à force de se vouloir omnipotent, est impotent, alors il a besoin de boucs émissaires. Les boucs émissaires, je crains qu'ils soient tout désignés, ce sont les élus locaux. Dois-je en donner un certain nombre d'exemples? Malheureusement, nous avons constaté ces derniers mois, sur les 3 derniers mois, que nous sommes passés de la dénonciation calomnieuse à la punition. La dénonciation calomnieuse, David y a fait d'ailleurs allusion, ce sont les accusations totalement infondées de dérapage de nos comptes. On nous avait même dit 16 milliards. Puis après, il y a même le ministre des Comptes publics de l'époque qui a dit 20 milliards. J'attendais qu'on fasse de la surenchère et qu'à un moment, il y ait un commissaire-priseur qui tape sur le pupitre en disant « adjugé » à je ne sais quelle somme. La vérité, c'est que ni les 16 milliards, ni les 20 milliards n'ont jamais été montrés, démontrés. Ça a été demandé par les 2 présidents des 2 commissions des finances du Parlement. Ça a été demandé par les 2 rapporteurs des commissions des finances du Parlement. Ça a été demandé par le modeste président du comité des finances locales que je sois, en disant « mais vous nous accusez, donnez-nous les pièces de l'accusation ». Nous n'avons jamais eu la moindre réponse sur le sujet. Jamais justifié. Puis à nouveau, la semaine dernière, c'est dans une interview à Ouest France, le Premier ministre, qui est beaucoup plus prudent dans ses propos, qui dit « non, non, vous n'êtes pas responsable », mais qui dit quand même, Ouest France la semaine dernière, « ah quand même, vous investissez beaucoup trop. Vous dépensez trop en investissement. » Mais attendez, comment peut-on dire que les collectivités territoriales dépensent trop en investissement et donc sont créateurs de dettes, alors que nous sommes bien entendu ceux qui modernisent nos territoires, qui répondent aux attentes de nos populations, qui donnons un élan à notre pays. C'est un contresens absolu que d'expliquer que parce que nous investissons,
nous endettons. Au contraire, nous créons de la richesse et nous répondons aux impératifs de la modernité d'un pays comme la France. Quant à la dette, elle est mineure. La dette, c'est 200 milliards pour l'ensemble des collectivités territoriales, les régions, les départements, les intercos, les communes, les syndicats. 200 milliards, j'arrondis. L'État, c'est 3200 milliards. Cherchez l'erreur. La dénonciation, j'allais dire, en portant le fer sur l'ensemble des élus locaux. Personnellement, elle m'a humilié. J'ai eu le sentiment d'un profond mépris de l'État, soit à travers des représentants de l'exécutif, soit à travers Bercy et ses comptes à dormir debout. Les comptes étant avec un PTE et non pas avec ONTE. Ces critiques sont mensongères et déjà à ce titre insupportables. Mais j'allais ajouter, c'est encore pire. Quand les critiques de dérapage, quand les critiques de mauvaise gestion sont portées par ceux qui ont planté la France dans l'état où elle est aujourd'hui, s'il y a des mauvais gestionnaires dans notre pays, nous savons où ils se trouvent et ils ne sont pas dans cette salle. Alors, quand la France ou l'exécutif est en difficulté, s'en prendre aux seuls qui ont encore la confiance des Français, c'est-à-dire les maires, sondage après sondage, nous gardons une confiance au-delà de 70%. C'est jamais assez, on espérerait plus. Mais enfin, regardez où en sont tous les autres corps de l'État. Nous sommes encore les seuls à porter le lien avec le citoyen à travers cette confiance qu'il continue à nous accorder. Alors nous mettre en situation d'accuser, nous reprocher d'hypothétique mauvaise gestion, c'est en réalité un mauvais coup pour la démocratie, un mauvais coup pour les libertés locales. Mais après la dénonciation, et ça c'était toute la stratégie de Bercy, d'abord on dit qu'ils sont mauvais et ensuite on les punit. Alors on aurait pu croire qu'en changeant de gouvernement, la stratégie allait changer, mais non. La dénonciation a été faite par l'ancien gouvernement, mais la punition est administrée par l'actuel. La punition, je vais le dire très clairement, c'est bien entendu la loi de finances. Vous auriez étonné que je ne l'évoque pas. Et je veux dire d'une phrase très simple, la loi de finances qui nous est proposée aujourd'hui est la plus mauvaise loi de finances de toute l'histoire des collectivités territoriales depuis qu'elles ont eu un budget, c'est-à-dire depuis maintenant des décennies, pour ne pas dire des siècles. Le plus mauvais budget de l'histoire. Et puis, cet étouffement qui risque d'être durable, ce garrot brutal qu'on veut nous imposer, il est aussi l'objet d'un mensonge d'État. Depuis le début, on nous explique que la ponction, ça serait déjà énorme par rapport au passé, et ça resterait le plus mauvais budget. Mais on nous explique que l'effort, c'est 5 milliards. Je leur ai dit aujourd'hui, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que d'abord, on sait qu'il y a ces 5 milliards, on sait aussi qu'il y a une baisse d'1,5 milliard pour le fonds vert, on sait qu'il y a, par exemple, alors qu'on sait dans quel état sont nos outre-mer, que la mission outre-mer est en baisse de 500 millions dans le budget, dans la loi de finances. Mais je pourrais additionner, je ne vais pas le faire, mais si vous le souhaitez, je suis à votre disposition. Et d'ailleurs, moi j'ai proposé un débat avec les ministres sur le sujet. Je suis prêt à prendre ligne à ligne la loi de finances et à démontrer que l'effort qui nous est demandé, soit en réduction de crédit, soit en charges nouvelles, se situe aux alentours de 11 milliards. C'est un chiffre sans aucun précédent, et même de très loin, de très très loin. Les années les plus mauvaises, c'était autour de 3 milliards. Voilà la réalité de ce qui nous est proposé aujourd'hui.
ça veut dire que toutes nos collectivités seront touchées. On a essayé de nous faire croire pendant un temps qu'il n'y aurait que les gros qui seraient touchés, n'est-ce pas? C'est les 3 milliards de fonds de réserve. Mais en réalité, quand on touche au remboursement de la TVA, quand on touche au plafonnement d'un certain nombre de compensations d'impôts qui ont été supprimés, c'est toutes les communes qui sont touchées. Et puis si on met en difficulté les régions, si on met en difficulté les départements, les grosses intercommunalités, ça veut dire que par ricochet, par effet domino, ce sont aussi nos communes qui seront profondément touchées. C'est ça la réalité. Et donc, nous allons voir nos moyens d'intervention, nos moyens d'action baisser et baisser de manière importante. À cela s'ajoute une recentralisation galopante. La recentralisation administrative, on a évoqué le ZAN. C'est un monstre technocratique. On sait tous que si la loi reste ce qu'elle est, elle ira dans le mur. On l'a dit depuis le premier jour. La première fois où nous avons été réunis, où j'ai eu l'honneur, avec d'autres de nos collègues, de représenter l'AMF avec les membres du gouvernement et de leur dire « mais ça ne tient pas, ça ne tiendra pas ». Alors on est dit maintenant qu'on pourrait peut-être bricoler quelque chose sur le ZAN. Je le dis ici très clairement, il faut abroger la loi et repartir de zéro, non pas avec une procédure descendante, mais qu'avec une procédure ascendante, c'est-à-dire qui part de la réalité du terrain pour donner à chacun d'entre nous une capacité à influer sur l'aménagement de son territoire. C'est l'urbanisme. Vous me direz, le ZAN en fait partie, mais attendez, qu'est-ce qui nous reste comme pouvoir d'urbanisme? Et qu'y a-t-il de plus central pour un maire que d'être en capacité d'inventer l'avenir de sa commune à travers son urbanisme? Aujourd'hui, nous savons que nous sommes enserrés dans un code de l'urbanisme qui a été multiplié, je ne sais plus par combien de pages en quelques années, et qui est devenu un obstacle réel et qui crée d'ailleurs en grande partie la crise du logement, alors que nous avons besoin de cette liberté d'action, tout en gardant à l'esprit que le zéro artificialisation nette, c'est bien entendu un objectif à terme, mais que nous devons pouvoir le calibrer et le mettre en œuvre en fonction des impératifs locaux qui sont les nôtres et dans la responsabilité qui a toujours été la nôtre. C'est toujours dans la recentralisation administrative les fléchages. Vous me direz, j'aurais pu le mettre dans le volet financier. Alors c'est extraordinaire parce qu'on nous dit, on nous presse quasiment de faire des budgets verts. Mais attendez, quel sens a un budget vert quand on nous supprime 1,5 milliard sur le fonds vert, qu'on nous supprime 500 millions sur l'ADEME, qu'on nous supprime plus de 100 millions sur les agences de l'eau, c'est-à-dire autant de crédits, il y en a d'autres, je ne veux pas tout vous énoncer, qui bien entendu sont au cœur de l'action que nous pourrions mener en termes d'environnement et bien entendu de biodiversité. C'est aussi, ça a été évoqué, cette tentative permanente de l'État d'essayer de faire que la supracommunalité l'emporte sur la commune. Et c'est ainsi que la plupart des contrats, même quand ça ne concerne qu'une commune, il nous faisait fait obligation de le signer au niveau de l'intercommunalité. Alors l'intercommunalité, je le dis en tant que coprésident de la commission intercommunale de l'AMF, bien entendu que nous y sommes attachés. Bien entendu que c'est un élément important, que nous devons savoir, quand une commune à elle seule ne peut résoudre un problème, le faire dans la coopération, dans la mutualisation. Mais c'est à nous de choisir. Et il nous faut assouplir. Il nous faut faire en sorte que nous passions souvent d'une intercommunalité contrainte à une intercommunalité choisie, et je suis sûr qu'elle sera beaucoup plus efficace chaque fois qu'elle pourra être véritablement choisie. C'est un philosophe du XIXe siècle, Proudhon, qui a écrit « La centralisation administrative est une castration de la liberté ». Eh bien, je crois que c'est profondément exact. Et que chaque fois que la recentralisation administrative est en œuvre, c'est une grande part de nos libertés
qui s'efface. Et puis, bien entendu, dois-je le dire, la recentralisation financière. Je ne vais pas vous refaire, j'allais dire, tout le panorama de ce qui a été recentralisé, mais enfin, on a tous en pensée, bien entendu, la taxe professionnelle, la taxe d'habitation, la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises. Il y a même maintenant une menace nouvelle qu'ont évoquée d'ailleurs nos amis des Outre-mer hier. C'est la menace sur l'octroi de mer, qui est l'une des principales ressources des Outre-mer, et dont la Cour des comptes semble dire qu'après tout, si on pouvait s'en débarrasser, avec ce rêve permanent que nous n'ayons plus aucun ressort fiscal, aucune liberté fiscale, parce qu'alors nous sommes pieds et poings liés à ce que l'État décide chaque année. Mes chers collègues, mettre les collectivités locales en coupe réglée, les asphyxier par les normes, les réglementations, auront des conséquences graves. Pas pour les collectivités, pas pour les maires, ce n'est pas un débat entre nous, mais pour nos concitoyens. Parce que derrière cette panne de nos moyens, ce sont bien entendu un ensemble d'éléments fondamentaux pour la vie en société qui sont mis en cause. Panne des investissements, de l'innovation que nous portons les uns et les autres, de la modernisation de nos territoires et surtout mise en danger de nos services publics. Ces services publics qui font que le lien entre la commune et le citoyen soit encore le lien fort que j'évoquais il y a quelques instants. Mettre les collectivités en coupe réglée, ça n'est pas seulement une erreur, c'est une faute. Les Français, et nous l'avons bien vu aux dernières élections législatives, les Français ils veulent plus de proximité. Ils ont trop souvent un sentiment de déclassement, le sentiment d'être ignorés, d'être abandonnés, de voir les services, les uns après les autres, disparaissent de leur espace. C'est une faute funeste qui va aggraver la crise économique et contribuer à la récession. Si on restait sur l'étiage des moins 10-11 milliards que j'évoquais, déjà plusieurs organisations et observatoires économiques nous ont informé que ce serait au moins la division par deux de l'évolution de notre produit intérieur brut, c'est-à-dire de notre richesse. Et comme celle qui est anticipée déjà très faible, si on la divise par deux, c'est-à-dire que nous serons probablement aux portes de la récession. David y faisait allusion tout à l'heure et nous sommes en parfait accord sur ce point comme sur beaucoup d'autres. Mon cher David, oui, le risque pour la France, c'est d'entrer en récession si on met en panne les collectivités territoriales qui sont les porteuses d'une dynamique et d'une dynamique incontestable et incontestée. Mais tant qu'à Bercy ou à Matignon, on n'aura pas compris que les communes ne sont pas une charge, mais qu'elles sont un levier, alors nous resterons dans cette situation où malheureusement nous sommes une variable d'ajustement. À travers tout cela, on peut parfois se demander s'il y a encore une constitution en France. En ce qui concerne les collectivités locales, elle est manifestement bafouée. Et je pense qu'il faudra interpeller vigoureusement le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, l'autonomie financière est une guenille. La libre administration, trop souvent une chimère, et la République décentralisée, une illusion. Nous ne sommes plus, on en a trop souvent le sentiment, et je le sais, vous nous le dites très souvent, de n'être qu'une variable d'ajustement et quelque part des supplétifs de l'État. Il y a un peu plus de 50 ans, Michel Rocard avait produit un rapport qui avait marqué le temps, qui s'appelait « Décoloniser la province ». Mais quand on est variable d'ajustement, quand on est supplétif, n'y a-t-il pas aujourd'hui l'impératif absolu de décoloniser nos collectivités si nous voulons retrouver le temps des libertés ? Le temps des libertés, c'est une grande loi de liberté locale, mais ça fait quelques années que nous la réclamons. Nous y sommes prêts,
nous avons tous les éléments de proposition, mais nous n'avons pas d'interlocuteur. Et malheureusement, cela fait bien longtemps que nous n'en avons plus. C'est aussi une autonomie financière et fiscale assurée. C'est une subsidiarité assumée. Alors vous allez me dire, mais tu rêves. Tu es aveuglé par ton ambition. Peut-être. Mais j'ai envie de dire, l'immobilisme n'a pas d'avenir. Et quand nous voyons se succéder les ministères et que la même politique est menée, je suis inquiet pour notre pays, pour nos collectivités bien sûr, mais pour notre pays tout entier. Et j'ai envie de faire une dédicace au Premier ministre, de haut niveau, puisque je vais citer Einstein. Vous voyez que là, je suis très au-dessus de ma condition. Qu'a écrit Einstein ? La folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, nous voyons que l'actuel gouvernement, au-delà de la présentation, qui est parfois plus aimable, mais sur le fond, continue exactement la politique qui nous a menés dans la situation où nous sommes, c'est-à-dire dans le mur, mais en klaxonnant. Alors oui, ce serait folie pour la France de ne pas s'engager dans une décentralisation audacieuse. Nous le réclamons, nous sommes prêts à y travailler. Aurons-nous quelqu'un avec qui en parler ? Voilà, mes chers collègues, j'en arrive à ma conclusion pour ne pas faire trop long, mais enfin, j'ai encore quelques petites choses à vous dire. Ce congrès, qui n'est pas ordinaire, ne doit pas être une conclusion, mais le début d'une mobilisation durable. Nous nous sommes mobilisés puissamment au début de cet après-midi. Je crois que ça marquera. Mais si c'était le chant du cygne, alors nous serions le cygne noir. Et je n'ai pas envie que nous soyons cela. Et vous non plus, j'en suis convaincu. Nous avons envie d'un autre destin. Nous avons envie de porter d'autres ambitions. Il faut que nous préparions d'ores et déjà les étapes nouvelles de la mobilisation de l'ensemble des maires de France. Rien ne nous sera donné que nous soyons capables de l'imposer. Il faut que nous ayons clairement conscience de cela. Nous avons la légitimité. Et aujourd'hui, dans notre pays, en dehors des maires de France, je ne vois pas grand monde qui ait la légitimité, en tout cas au niveau de celle qui est la nôtre. Mais nous avons pas seulement la légitimité, nous avons le devoir, dans l'unité, d'ouvrir de nouveaux horizons pour le pays. Alors oui, restons mobilisés, restons unis. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que nous pourrons continuer à dire les communes heureusement. Heureusement pour combler le vide que crée la déliquescence de l'État. Heureusement parce que les communes sont le lieu de la démocratie vivante et l'un des rares pôles de stabilité. Heureusement pour assumer d'être le premier recours des citoyens, mais aussi trop souvent leur dernier espoir. Le pays a plus que jamais besoin de la force de ses 34 800 communes, de la mobilisation des 498 000 élus locaux, dont 90% sont bénévoles, mais aussi des 140 000 fonctionnaires territoriaux. On nous dit qu'il y en a trop, il y a trop de fonctionnaires. Quelle absurdité de nous dire de supprimer 100 000 postes. Et j'ai répondu à la Cour des comptes, ce qui ne va pas faire forcément qu'ils vont me voir de bonne manière, que plus c'est gros, plus c'est grotesque. Et puis, il y a encore ceux qui disent « Oh, il y a trop de communes ». Mais attendez, à tous les instants de la vie, et chaque fois, malheureusement, qu'il y a des catastrophes, qui est en première ligne? C'est l'État ou c'est nous? Ce sont les services en voie de disparition dans chacun de nos départements, ou c'est la cohorte des fonctionnaires territoriaux, des élus municipaux?
que serait la réalité de ce pays si on éloignait encore un peu plus le pouvoir des citoyens, en regroupant. The big is beautiful. Ben non. Non, non. Puis d'ailleurs, quand on a ma taille, on ne peut pas être pour cette maxime. Mais au-delà de la plaisanterie, c'est malheureusement un vrai problème de fond, une vraie difficulté. Et nous ne pouvons pas accepter qu'on mette en doute l'utilité des communes de France et de tous ceux qui participent à la vie communale. C'est une richesse absolue pour notre pays. Oui, je suis fier d'être dans un pays qui a près de 500 000 élus, et je pense aussi à tous ceux qui auraient rêvé de l'être. Oui, je suis fier que nous soyons capables, dans le moindre hameau, d'avoir un élu qui se mobilise chaque fois qu'il y a une difficulté de la vie, mais parfois aussi pour célébrer les moments heureux. Oui, je suis heureux que nos communes soient encore vivantes et que nous nous battions pour qu'elles le restent et qu'elles le soient encore plus. Alors ensemble, mes chers collègues, parce que nous aimons nos communes, que nous sommes passionnés par elles, que nous sommes engagés totalement à leur service, alors ensemble, unis, mobilisés, nous sommes une chance pour la France. Voilà cette séance d'ouverture qui va se continuer par le débat d'orientation générale. Il y a des points micro dans la salle. La lumière se fait sur ces points micro pour que vous puissiez débattre. Débat d'orientation, hein, premier débat de ce 106e congrès des maires. Vous pouvez intervenir, c'est le moment. C'est le moment parce que se construit au fil de ces débats la résolution générale du Congrès qui sera présentée jeudi après-midi. Et puis de toute façon, cette résolution, elle sera aussi nourrie par tous les débats qui ont commencé ce matin et qui se déroulent pendant ces 3 jours. Voilà, le micro et une première demande d'intervention, madame. C'est à vous, vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Marilène Perrard, maire de Montéléger, une commune rurale de la Drôme. Écoutez, vous avez choisi le thème, monsieur Lisnard, monsieur Léniel, les communes, heureusement, et je vous en remercie. Je vous en remercie, et vous l'avez dit, l'État, depuis des années, alors qu'il n'a eu de cesse de se gargariser avec le mot décentralisation, s'est efforcé avec acharnement, un acharnement inouï et aberrant, de réduire et de même anéantir le lien de proximité entre les élus et les citoyens. Et nous sommes devenus des maires empêchés par des excès de normes, vous l'avez dit, qui conduisent à des contradictions, à des surcoûts, empêchés par des lourdeurs administratives, empêchés par une technocratie galopante qui nous asphyxie, empêchés financièrement avec une réduction drastique des dotations et la suppression de la taxe d'habitation. Mais nous résistons. Nous résistons et heureusement, les citoyens peuvent encore compter sur leur commune. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais heureusement, nous étions dans nos communes lorsque les gilets jaunes manifestaient et que nous étions là pour les écouter. Et lors de la crise sanitaire du Covid, où les infirmières de mon village n'avaient aucun masque pour se rendre chez leurs patients qui avaient eux-mêmes le Covid, et nous avons activé tous nos réseaux pour les dépanner. C'est nous, les élus, qui étions sur le terrain. Lors de la tempête de la neige qui a paralysé la commune pendant plus d'1 semaine, alors que l'IME subissait pendant plusieurs jours une coupure générale d'électricité, et nous avons adapté la salle des fêtes pour héberger le mieux possible ces enfants internes déficients mentaux qui n'avaient pas de famille pour être hébergés. Et plus dernièrement, qui c'est qui a organisé les élections législatives suite à la dissolution d'impulsion décidée par Monsieur le Président de la République,
Qui c'est qui a trouvé des solutions dans un temps record et à quelques semaines des vacances alors que les salles municipales étaient louées? C'est nous encore les élus. Alors je ne cesse de le répéter et vous l'avez dit, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, il n'y a pas de démocratie réelle ni de gestion publique efficace sans décentralisation. Sans cela, tout ce que l'on peut proclamer sur les valeurs républicaines ne relève pas d'autre chose que d'un verbalisme creux et sans consistance, sans proximité, sans subsidiarité, sans division de pouvoir. Il ne peut pas avoir de gestion publique à la fois saine et démocratique. Alors ma question est toute simple, Monsieur Lisnard, Monsieur Léniel. Est-ce que vous allez garder encore l'énergie suffisante pour défendre les communes? Parce que nous, élus dans nos communes rurales, eh bien, nous perdons cette énergie, nous avons perdu confiance en l'État et je vous avoue franchement que je suis dépourvue et que je ne sais plus quoi dire à mes habitants. Merci. Mes chers collègues, rapidement, avant que vous posiez la question, mais je le ferai après aussi, j'avais envie d'applaudir parce que votre propos était formidable. Et vous avez parfaitement évoqué ce que nous avons voulu exprimer, André et moi, à la tribune, parce que c'est ce que l'on vit tous dans nos communes. Alors, est-ce qu'on va garder l'énergie? J'éviterai la pirouette, moi, concernant un engagement partisan que j'ai, de dire qu'il faut toujours renouveler l'énergie. Mais que vous dire, on a choisi de s'investir pour l'AMF depuis longtemps, parce qu'on s'y retrouve. Parce que c'était un peu le sens de mon propos aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il n'y a pas l'AMF, qu'y aura-t-il? Alors c'est Sisyphe, hein, on a l'impression de monter le rocher, qu'il redescend, mais il faut imaginer Sisyphe heureux, voilà, comme disait Camus. Que vous dire de plus? Je crois profondément que notre pays peut rebondir positivement si on arrive à démontrer que le conformisme centralisateur est devenu le principal problème des politiques publiques et l'organisation du pays. Donc nous, on continue de porter cette voie. Mais François Baroin m'avait dit, écoute, j'ai été très fier, très honoré d'être président des maires. C'est vraiment une des plus grandes fiertés. Et je suis très heureux que tu me succèdes. Donc j'aurais dû comprendre que c'était une tâche exigeante. Simplement, je crois avoir montré que j'ai encore un peu d'énergie. Du moins, je l'espère. Mais ce n'est pas l'énergie pour l'énergie. C'est parce que j'ai la conviction absolue, profonde, depuis bien des années, j'allais dire des décennies, que si nous ne sommes pas capables de transformer notre pays et de faire que la démocratie locale soit renforcée, qu'une véritable décentralisation soit mise en œuvre. On l'avait engagée en 1982. Malheureusement, elle s'est beaucoup affaiblie depuis. Il faut retrouver la voie de cette décentralisation. Cette décentralisation, ça veut dire que tout devrait être décentralisé dans notre pays, sauf ce qui doit être réservé à l'État, c'est-à-dire ses fonctions régaliennes, ses fonctions de justice nationale. Alors oui, nous avons l'énergie, mais j'allais simplement ajouter, on ne l'aura pas sans vous. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ce congrès, ce n'est pas une fin, c'est un début. Il faut que nous soyons capables d'animer la flamme. Alors, ce débat d'orientation générale se poursuit. Des demandes de prise de parole de ce côté. Je rappelle qu'il y a un point micro de l'autre côté. Oui. Allez-y, monsieur, vous présentez. Monsieur Vincent, maire de Limonest, commune qui fait partie de la métropole de Lyon. Alors, on a parlé de la loi MAPTAM. Malheureusement, avec le calendrier parlementaire, je crois qu'on va être de la revue et qu'on va subir cette supra de la métropole de Lyon et ça devient infernal. Mais moi, ça fait 40 ans que je vous entends. 40 ans, oui. J'en suis à mon 8e mandat, oui. Mais mon énergie est intacte. Mon énergie est intacte. Mais permettez-moi de vous dire, M. Lisnard, vous y avez fait allusion, vous avez des forteresses de l'énarchie dans tous les ministères. Et tous les politiques qui sont passés, vous n'aboutissez à rien. Alors moi, je me demande si on doit faire une révolte ou faire la révolution, parce qu'on n'est pas entendu. Et là, on a fait des beaux discours, il faut rénover, il faut réformer, mais on ne fait rien. Oh, il faut qu'on ait des actions fortes, et on n'a pas ces actions fortes. Moi, je dis, fermons nos mairies pendant 15 jours, 3 semaines, arrêtons d'assurer tous nos services, et à ce moment-là, les gens réagiront. Voilà. Moi, je dis, nous sommes trop mous. Je m'excuse de le dire, très simplement. Merci. Et mon énergie est intacte, et je vous suis.
David Lisnard, on prend d'autres interventions? Oui, on enchaîne, on enchaîne. Allez-y, c'est à vous, et puis de l'autre côté également. Ensuite. Président Linard et André Léniel, je prends la parole au nom du collectif des maires bretons pour les EHPAD, mais je vais parler au nom de tous les maires de France. Nous sommes fatigués, rincés, usés quand l'État n'est plus là sur les politiques régaliennes et notamment celle de la santé. Nos EHPAD crèvent, nous prenons soin de nos vieux avec affection, avec tendresse. Ce matin, le ministre Christophe Paul devait recevoir une délégation. Il n'a pas semblé bon de recevoir les maires. Président Lénard, pouvez-vous nous aider à être reçus, nous, les modestes maires, les petits maires, ceux d'en bas? Pouvez-vous nous aider à être reçus par un ministre de la République? En tous les cas, il y a le feu sur le sujet. Je sais qu'on se verra président et vice-président demain. L'État n'est plus là. Elle doit reprendre le sujet de la santé quand, dans les Côtes-d'Armor, 25 maires sont conduits devant un tribunal par un préfet. Il y a 40 ans, jamais un préfet n'a ramené des maires au tribunal. De ce côté de la salle, c'est à vous, monsieur. Merci. Vincent Paul Petit, maire de Seine-Port en Seine-et-Marne. Je partage très largement tout ce qui a été dit. Il y a pourtant quelque chose qui me trouble. Notre État est en faillite, quasiment, tout le monde le dit, et je pense qu'on a raison de le dire. Pas la peine d'insister. Et nous demandons plus. Il y a quelque chose comme une contradiction qui me gêne quand on regarde depuis 25 ans ce qui s'est passé dans notre pays. Il y a un peu plus d'1 million de fonctionnaires de plus, dont 540 000, je vous dis ça de mémoire, dans les collectivités locales. Des transferts, certainement, beaucoup de bonnes raisons. 170 000 de plus au niveau de l'État et plus de 300 000 dans les hôpitaux. Est-ce que la France va mieux depuis 25 ans? C'est une question. Qu'est-ce qui se passe? Et comment pouvons-nous contribuer à cette réflexion globale qui ne peut pas opposer l'État et les collectivités locales, mais qui doit les voir contribuer ensemble à la restauration de notre pays? Car la situation est grave, elle est très grave, et il me semble que si j'ai approuvé tout ce qui a été dit, je pense que dans la note, il manque cette dimension de l'effort auquel nous devrons participer d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie. De ce côté, c'est à vous, monsieur. Oui, merci. Daniel Matergia, maire d'un petit village de Meurthe-et-Moselle, Sancier, président d'une intercommunalité, et également premier vice-président de l'association des maires de Meurthe-et-Moselle. Donc j'ai entendu des mots forts, moi, ce soir. J'ai entendu bouc émissaire, qu'on nous enferme dans des règles schizophrènes, qu'on nous casse notre liberté. En tous les cas, le constat est éloquent. Et ce constat revient sur deux principes que nous avons tout doucement laissés s'échapper au fil des années, que sont la libre administration des collectivités et notre autonomie fiscale. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons sans autonomie fiscale et sous dotation, avec plus aucun moyen pour réagir. Alors, le constat est clair. Ça et là, j'entends des réactions, des maires qui nous proposent, un maire, le maire de Verdun, qui proposait une démission générale, des rassemblements ci et là, ça et là, devant les préfectures. De mon côté, je m'interroge. Je me demande si le bouc se révoltait. Parce que je n'ai pas été élu pour décider quel service j'allais réduire ou quel service j'allais fermer. J'ai envie de renvoyer la responsabilité à ceux qui me mettent devant une impasse budgétaire. Et peut-être, je m'interroge, que se passerait-il si on votait nos budgets en déséquilibre et qu'on leur demandait à eux de régler les problèmes qu'ils nous causent? Vous l'avez dit, nous sommes le premier acteur de l'investissement avec 70 milliards. Je pense que cette éventualité-là serait un élément de négociation d'un budget qu'on refuse et au moins une action avec une action assez forte d'une situation qu'on ne peut pas accepter. Merci. 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 De ce côté, madame, c'est à vous. Oui, bonjour. Marie-France Bottarlini-Caputo, maire d'Héry-Moncourt, dans le pays de Montbéliard, dans le Doubs. Je vais rebondir sur les propos de mon collègue breton pour parler des problèmes de santé. Quel est le poids de l'AMF sur le gouvernement?
pour lutter contre les déserts médicaux. Ma commune, donc 3700 habitants, on avait jusqu'en 2014 4 médecins qui sont partis les uns après les autres. J'ai réussi à maintenir un centre de santé en embauchant 4 jeunes médecins retraités de 70 ans qui étaient salariés par le biais d'une association. Aujourd'hui, donc, ces médecins, ils ont 75 ans et 76 ans. Ils ont fait valoir qu'ils allaient partir à la retraite. Je n'ai plus personne, nous n'avons plus personne. Le centre de santé, donc, c'était 3700 patients qui le fréquentaient. Parallèlement, il y a 4 médecins dans les alentours qui prennent leur retraite et tous ceux qui sont encore en activité ne veulent plus prendre de nouveaux patients. Qu'est-ce qu'on fait pour nos populations ? Et pour certains, donc, ils meurent chez eux, ils n'ont pas le temps d'avoir ils n'ont plus de médecin. Quand vous voulez aller chez un spécialiste, c'est 6 mois, 8 mois d'attente. Après, le problème, il n'est pas spécifique au pays de Montbéliard, il est vraiment national. Mais quand est-ce qu'on va faire quelque chose? Ça fait 10 ans que je suis élue, depuis 2014. Ça fait 10 ans que j'entends les mêmes discours, les mêmes problématiques. Avant, on parlait de déserts médicaux, alors sans vouloir être péjoratif, dans des zones un petit peu plus désertes. Le pays de Montbéliard, c'est un secteur quand même industriel, c'est 140 000 habitants, mais on est maintenant confronté aussi à des déserts médicaux. Qu'est-ce qu'on fait pour nos populations? Merci. Merci. Encore 2 demandes de prise de parole, ce qui permettra de rassembler par thématique. Allez-y, monsieur, vous présentez. Adrien Denis, je suis maire de Noyant-Village dans le Maine-et-Loire et vice-président de l'association des maires locales. Je remercie le président Zislar et l'ensemble du bureau de l'association des maires pour la tenue de ces débats. Je suis maire depuis 2008, ça fait 17 congrès, j'ai dû en louper 2 pour la naissance de mes enfants. Et je sens de plus en plus non pas de résilience, mais d'un peu de sentiment d'abandon de la part de certains maires. Alors moi, j'ai envie aussi de continuer à avoir cette énergie et de pouvoir la disperser autour de moi, parmi mes élus et mes collègues maires. Et je remercie le président Lesnar pour la tenue de ses discours et à chaque fois la haute tenue de ces assemblées. Je voulais juste intervenir pour un point qui me tient à cœur, c'est l'avenir de l'agriculture dans notre pays. L'agriculture est consubstantielle de la France depuis des millénaires. On a vu tout à l'heure les maires d'Ukraine. Je dirais que les agriculteurs français sont les soldats de la terre qui se battent sans relâche contre les intempéries, contre les normes. On leur impose des normes, on nous impose, je suis agriculteur évidemment, vous l'aurez compris, des normes très dures pour cultiver, et on importe évidemment des produits qui ne respectent pas ces normes, que ce soit des normes fiscales, environnementales ou sociales. Évidemment, les maires ne peuvent pas grand-chose, si ce n'est s'approvisionner en local pour les cantines, pour les EHPAD, pour tout un tas d'autres d'alimentation que les communes dispensent. J'ai écouté David Lisnard et le soutien qu'il a apporté aux agriculteurs. Je voulais juste vous annoncer que je souhaite créer, et il y a très longtemps que j'y pense, je suis en train de créer une association des maires agriculteurs ou des élus agriculteurs, plus largement, voilà. Je ne sais pas, on aura forcément des relations, parce que c'est évidemment une association qui travaillera main dans la main avec l'AMF, mais je voulais qu'on ait un manifeste pour ne pas les oublier, et voilà, c'est une profession qui est en vraie désespérance. Merci, une dernière intervention, et puis après, les réponses, et allez-y. Michel de Bouvry, maire de la commune de Combas dans le Gard, 750 habitants. Moi, je fais partie des maires heureux. Enfin, au sens où ça fait 4 ans que je suis maire, je suis pleinement épanoui, je suis content, je remercie ce qui se profile, le fait que je puisse garder ma compétence eau et assainissement, parce que comme ça, je continuerai à avoir des prix le plus bas et le plus efficace et avec le moins de fuites possible. Simplement, dans ce que disait David Lisnard sur le florilège des choses, la dernière que j'ai, c'est la suivante. Je ne sais pas si certains connaissent Execo, qui viennent en plus de la ZAN et tout ça, le ruissellement, les risques de ruissellement. J'ai aucun risque d'inondation dans ma commune. J'ai aucun risque. Bon, il y a des risques de ruissellement potentiels, très faibles. On n'a jamais été inondé dans les 100 ans qu'on connaît, jamais inondé. Mais donc cette étude, on l'a fait, 20 000 €, pour nous faire dire que dans notre carte communale, maintenant, s'il y a une zone où
un risque de 100 ans de 2 cm pendant quelques minutes, ça devient inconstructible. Bon, je n'ose pas y croire, je me dis mais c'est fou. Ben si, ben pour l'instant c'est ce qu'on nous dit. Merci de ce témoignage. Voilà, donc des propositions, des témoignages, des questions. Je vais essayer de synthétiser, mais d'être exhaustif quand même dans les réponses, parce que on se dit tout ici, hein, mais André complétera. Merci, monsieur le maire de Combaz, de ce témoignage de plus, hein, de ces absurdités. Mais les mêmes qui vous interdisent de construire, peut-être qu'un jour vous diront que vous enjoindront de construire X logements sociaux, c'est-à-dire que vous aurez atteint une taille critique dans votre commune, mais c'est un autre débat. Sur l'agriculture, je vais essayer de remonter le courant tel un saumon. Sur l'agriculture, d'abord j'aimerais bien qu'on se voit, monsieur le maire, Alix Darcet, directrice de cabinet est là, on va se prendre rendez-vous si vous en êtes d'accord. Ce que vous vivez, c'est ce que vivent aussi les industriels, hein, c'est-à-dire on démantèle des filières locales à cause de normes surtransposées et excessives, et on importe les mêmes produits que ceux que l'on produisait. Donc on a détruit la filière locale et les produits que l'on importe ne sont pas contrôlés sur le respect des mêmes normes. Donc ça fait partie des absurdités. Mais en tout cas, sachez que deux grands syndicats historiques ont décidé de prendre un stand sur le salon des maires. Et donc qu'ils se feront entendre aussi ici. Et il est vrai qu'il y a un lien, j'allais dire consubstantiel, entre les communes de France et l'agriculture de France. Voilà, c'est une évidence, et on défend le même modèle d'ailleurs à l'échelle nationale. Sur les déserts médicaux, oui, ça sera une réponse générale que je ferai à la fin sur le rôle de l'AMF, mais on porte cette voix. Les déserts médicaux, il y en a y compris dans les grandes villes, hein. Il ne faut pas se leurrer pour des raisons démographiques. C'est-à-dire qu'il y a un besoin qui augmente par rapport au regard de la démographie de la France. Il y a une offre médicale qui diminue au regard de la démographie de la France. C'est grâce quand même à l'action de l'AMF qu'on a obtenu que les pratiques des infirmiers de pratique avancée puissent délivrer les premiers actes médicaux et soient la première porte d'entrée dans les soins. C'était un combat. On a été entendu par les précédents gouvernements et je le dis là aussi en objectivité, c'est une réalité, de même que les officines de pharmacie. Les officines de pharmacie, j'en parlais tout à l'heure dans mon propos, mais c'est souvent aussi la porte d'entrée, notamment dans les centres-bourgs, hein, dans les anciens chefs-lieux des anciens cantons, qui étaient très bien faits géographiquement, ces cantons-là. Et puis le dernier point, nous on n'a que nos arguments, c'est ce que je répète tout le temps, hein, mais il y a une étude qui est sortie il y a 2 semaines qui démontre que les jeunes médecins veulent s'implanter d'abord là où ils ont grandi, dans le département où ils ont grandi, et c'est très porteur d'espoir. Ça veut dire que si on arrive à relancer une éducation de très bon niveau partout sur le territoire national, eh bien, on arrivera à avoir des médecins partout sur le territoire national. Donc ça renvoie à la question cruciale de l'instruction et de l'éducation, mais aussi des études de médecine qui sont aberrantes. Il faut payer ce qu'on appelle des écuries. Moi, j'ai découvert ça récemment avec le fils de ma femme. Et on a plein de gamins hyper talentueux qui partent à l'étranger et qui reviennent de moins en moins. Donc déjà, si on arrivait à donner un espoir d'installation à nos gamins en France sur le plan médical, et ils ne veulent pas être que dans les grandes villes, contrairement à ce qu'on nous dit, hein. Le tout, c'est qu'on arrive à avoir une vraie mobilité sociale, y compris dans la ruralité. On a évoqué la libre administration. Alors c'est un thème autour duquel on tourne. On estime, André et moi, on a quelques souvenirs de juristes. On estime que la libre administration, qui est l'article 72 de la Constitution, n'est plus respectée par l'État. Voilà, et que l'autonomie financière fait partie de la libre administration. Sauf que les jurisprudences du Conseil constitutionnel, à chaque fois, se sont faites au détriment contre les collectivités. Il faut dire que c'est les mêmes, hein. Vous allez au Conseil constitutionnel, vous allez à Bercy, vous allez à la Cour des comptes, sans leur porter tort, c'est des gens très bien, mais ce sont les mêmes. Il y a une monoculture, quoi. Et voilà, nous, on a eu d'autres parcours de vie. Moi, je viens du petit commerce, d'autres viennent d'ailleurs. Mais on aimerait trouver la faille juridique. Moi, je pense qu'on pourrait faire une procédure un jour, mais il serait idiot de la perdre. Donc, il faut bien réfléchir avant de l'engager. Mais je suis sur le principe, moi, tout à fait d'accord. Oui, vous avez, chers collègues, posé, moi, je trouve la bonne question, parce que ça revient tout le temps, mais est-ce qu'il ne faut pas participer à l'effort, etc. Moi, j'appartiens à une collectivité
qui a un taux de pauvreté très élevé. Je suis obligé de le dire parce que vu de loin, Cannes, ça fait riche, mais voilà, c'est 21%, c'est très contrasté. Depuis que je suis maire, on a baissé la dette, on n'a pas touché un taux d'impôt, on avait une situation difficile, je crois qu'on l'a rétablie, et on a baissé la dette de 76 millions d'euros, et on a baissé le nombre d'agents municipaux sans transfert à l'intercommunalité, donc ce n'est pas une astuce, de 500, 498. Bon. Ça a été du dialogue social, on a essayé de gagner en productivité, en conditions de travail. Et moi, il y a un truc que j'ai appris, parce que je suis pour l'état de droit, je ne supporte pas les punitions collectives. Et donc, je refuse. Il n'y a aucun égoïsme. J'ai l'impression de contribuer à l'effort national. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu cette évolution des effectifs qui interpelle notamment dans les services de l'État, puisqu'il y a eu quand même moins de compétences assumées par l'État en théorie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il y a plus d'effectifs qu'avant. C'est essentiellement sur les fonctions purement administrantes. Il faut des fonctions administrantes. On a besoin d'une grande civilisation, elle a besoin de fonctions administrantes. Sauf que si on était au taux de l'Allemagne, État fédéral, ou au taux de la Suède, grand État social-démocrate et central, on aurait un nombre d'agents dans les 3 fonctions publiques, hospitalières, fonction publique territoriale et d'État, administrantes, on serait à 24% des agents. Or, en France, on l'a très bien vu pendant la crise Covid sur les hôpitaux, on est à 33%, même 34%. Le différentiel, c'est au moins 700 000 agents. C'est là qu'il y a la possibilité d'avoir moins de dépenses publiques, de mieux payer les fonctionnaires et d'avoir moins de charges pour les contribuables. Mais c'est tout le travail de fond qu'il faudrait faire au sommet de l'État, c'est d'ouvrir le capot et de travailler en concertation avec les agents, avec les syndicats et d'arriver à faire ce qu'ont fait d'autres pays, c'est-à-dire à avoir moins de surcharge bureaucratique et retrouver un taux normal. C'est le seul effort à faire. L'effort, c'est d'organiser la fonction publique. Mais si l'effort consiste simplement à aller taper les autres par des prélèvements supplémentaires et des impôts de plus, ce n'est pas un effort. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le travers d'accepter ce vocable qu'on veut nous imposer, qui est plein de moraline, comme disait Nietzsche, et qui en fait écarte de l'essentiel, qui est celui de mieux organiser les pouvoirs publics en France. La réponse, elle est dans la décentralisation, André l'a dit, et dans la subsidiarité. Ensuite, sur le collectif des maires bretons pour les EHPAD, en fait, je viens d'y répondre, quoi. Si on avait des départements qui ont des vraies capacités financières, ce qu'ils n'ont plus, il faut soutenir nos départements, eh bien, on pourrait transférer totalement le médico-social et avoir une vraie politique publique en la matière et privée, puisqu'on a besoin des deux pour marcher. Ensuite, vous avez eu raison de ce témoignage dans la Drôme, je l'ai évoqué tout à l'heure, et vous avez été plusieurs à dire qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on ne proteste pas plus, etc. Tout à l'heure, voilà, monsieur le maire du Rhône, déjà vous dites vous, mais moi c'est pas vous, c'est nous, moi je suis comme vous, je ne suis pas ministre. Non mais vous comprenez bien, quoi, je ne travaille pas à Bercy, donc je n'accepte pas ce vocable, c'est-à-dire la désignation, comme si parce qu'on est à la tribune, faites attention, imaginez, ça peut vous tomber dessus d'être président de l'AMF, et on vous dira vous aussi, donc je vous le dis. Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous ne trompez pas de cible, parce que, et c'est aussi notre collègue qui disait, on peut fermer on va tous dire en tout respect franchi, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, et André l'a dit, il faut qu'on amorce et qu'on trouve des solutions de protestation plus longues. Sauf que dans la pratique, moi ce que j'ai constaté très souvent, c'est que quand il faut passer à l'action, il faut qu'on soit fort et majoritaire. Parce que si on est là, on se monte le bourrichon entre nous, et puis qu'à la fin, on n'est que quelques-uns à le faire, ça va dire qu'on est isolé et faible. Et je ne garantis pas que les mouvements d'humeur se traduisent par une action collective unanime et concomitante. Donc il faudrait y arriver. Mais voilà, nous, notre responsabilité, c'est de ne pas affaiblir le bloc communal, c'est de le renforcer. Donc je vous le dis en toute franchise, et croyez bien que j'ai peut-être raison. Et dernier point, faites attention aussi, et faisons attention au syndrome de l'homélie. C'est quoi le syndrome de l'homélie? Vous savez, alors je le parle devant, j'ai lu qu'il était un laïcard très très prononcé, mais dans de la presse de gauche, donc c'est peut-être faux. Mais c'était dans l'IB. Mais je croyais que c'était un compliment, moi, quand je disais ça. Mais non, mais vous savez, le syndrome de l'homélie, laïque est un compliment. C'est le curé, il est à l'église,
et puis il voit qu'il y a de moins en moins de monde dans l'église. Et il engueule les gens en disant « Plus personne ne vient à la messe, mais qu'est-ce que vous foutez ?» et tout. Mais il engueule les pauvres qui viennent encore. Donc ne découragez pas Billancourt. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Billancourt est sur cette tribune et Billancourt continuera de faire valoir les libertés locales et de défendre, bien sûr, la voix des maires. Merci. Et je salue les maires de Nouvelle-Calédonie aussi qui sont présents parmi nous et dont les problèmes relativisent les nôtres. Non, simplement, moi, sur la notion d'effort, on a fait des efforts, on n'arrête pas de faire des efforts. Je vais simplement rappeler quel a été l'effort financier qu'ont fait les collectivités territoriales entre 2014 et 2024. Nous avons participé, en cumulé bien entendu et en euros constants, à hauteur de 71 milliards à l'effort. 71 milliards. Est-ce que vous avez vu le déficit de la France et son endettement baisser? Donc ceux qui ont fait un effort, on les connaît. C'est nous. Alors on ne dit pas qu'il ne faut plus faire d'efforts, mais on dit que si on fait des efforts, on veut être garanti qu'il y ait bien entendu une bonne utilisation des efforts que nous ferons, et on veut surtout être associé. J'ai évoqué tout à l'heure la loi de finances initiale pour 2025. Savez-vous quel a été le temps de conversation, de rencontre avec l'État sur la loi de finances 2025? 0 minute, 0 seconde. Aucune concertation. C'est ça la réalité. Donc, oui, nous sommes prêts à dialoguer. Oui, nous sommes prêts à trouver ensemble les voies pour moderniser notre pays et rétablir sa situation. Mais excusez-moi de vous dire qu'au moment où je m'exprime, nous n'avons pas d'interlocuteur. Aucun interlocuteur. On est poli avec nous, de temps en temps on nous reçoit pour nous dire « Ah, ben vous savez, c'est tellement difficile. » Oui, mais attendez, qui a fait que c'est difficile? En aucun cas, ce ne sont les collectivités territoriales. Ça a été dit pour la dette. La dette, elle a baissé en proportion du PIB. Mais c'est vrai aussi pour les dépenses, nous les avons maîtrisées. Quant à l'évolution du nombre d'emplois dans les collectivités territoriales, je rappellerai quelques paramètres, c'est qu'il y a eu beaucoup de transferts. Vous savez, vous évoquiez, Madame, les déserts médicaux et l'action que mènent les communes en matière de santé. Mais on n'a aucune compétence dans ce domaine. Et pourtant, nous sommes nombreux à essayer d'embaucher des métiers médicaux, paramédicaux, et de faire qu'on réponde aux attentes de nos concitoyens alors qu'on ne nous donne absolument aucun moyen pour le faire. On nous dit qu'il faut créer 200 000 berceaux. Tu l'évoquais tout à l'heure. Moi, il se trouve que je n'ai pas attendu ça et à la rentrée, là, en septembre, j'ai créé 18 places nouvelles en plus dans ma maison de l'enfance. Mais j'ai créé 8 emplois. Alors quand je crée les berceaux, je suis un bon maire. Et quand je crée les emplois, je suis quoi? Un mauvais? Mais j'assume la contradiction. Mais ce n'est pas la mienne, c'est celle de l'État. Je ne vais pas multiplier les exemples. Bien entendu qu'on est tous conscients de la situation. Mais que ceux qui ont créé cette situation soient les premiers à se remettre en cause et bien entendu aient enfin l'intelligence minimale de considérer que les collectivités territoriales peuvent être une réponse et non pas une charge. C'est une très belle conclusion. Hein. Voilà, et autant d'échanges qui vont nourrir jeudi la résolution générale du Congrès que vous présenterez. Et puis demain, les débats aussi qui vont continuer à nourrir ces conclusions. Je veux vous féliciter. Maintenant, on dit pour votre résilience, c'est le mot de l'époque. Hein. Vous êtes resté jusqu'au bout des travaux. Franchement, vous méritez une médaille qui sera forcément en chocolat. On ne peut pas faire mieux en ce moment de l'AMF. Voilà. Et je vous invite à aller sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont un compte X Twitter, le compte AMF vient de publier la photo des écharpes noires. Franchement, c'est très spectaculaire et ça mérite que vous partagiez cette image. Et je trouve que ça montre à la fois dans la dignité, mais dans la force, la puissance des maires de France. Merci. Des échanges, des forums, des débats pour aller jusqu'à cette résolution générale du Congrès qui sera présentée jeudi après-midi. Bonne soirée à tous. Merci.